Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. La situation sécuritaire dans le pays reste préoccupante. Le secrétaire général de l'ONU dénonce l'absence de progrès politique au Mali pour appliquer l'accord pour la paix. Les organisations de défense des droits des femmes s'inquiètent de la multiplication des cas de viol sur les axes routiers dans le centre et le nord du Mali. La conférence épiscopale dénonce des attaques contre des églises au Mali. Dans la région de Mopti, Kouakrou serait sous l'emprise des présumés terroristes. Et c'est dans ce contexte qu'une mission du Conseil de sécurité des Nations Unies est attendue dans le Sahel du 19 au 23 octobre prochain, en Mauritanie, au Mali et au Burkina Faso. Insécurité et processus de paix, le Mali a-t-il un programme? La situation ne s'est-elle pas compliquée davantage? Nos invités, professeur Abdoulaye Niang, directeur du centre Séné, Baba Dakono, chercheur à l'ISS de Dakar, et Boubacar Bokoum, analyste. Je suis Mohamedou Touré. Le grand dialogue. Alors, mesdames et messieurs, je le disais tout de suite, insécurité. Le bateau Tombouctou de la Comanav en partance au nord a été attaqué aujourd'hui à Kouakourou dans la région de Mopti. Selon les passagers joints par téléphone, des hommes armés ont ouvert le feu sur le bateau. Toutefois, ils n'ont pas réussi à l'arrêter. Aucune victime ni de perte en vie humaine n'a été signalée. Les véhicules et maintenant les bateaux, une situation qui ne s'améliore pas, peut-on le dire ainsi, monsieur Niang? Oui, c'est une tendance générale. Le risque de menace d'attaque, nous le disons, 4 S qu'entreprise. 4 économiques, sociales et culturelles, donc, et sécuritaires. Donc non seulement la famille est attaquée, l'économie est attaquée, et on est attaqué sur le plan sécuritaire. Aujourd'hui, c'est le bateau, l'avion, la voiture, les piétons. Et les choses les plus courantes aujourd'hui, c'est d'être dans un véhicule. Et dans le véhicule, vous marchez tout tranquillement, et puis après vous déviez et vous montez sur les jambes. C'est d'aller dans un supermarché, tout nu, vous n'avez rien, et vous partez là où on vend des couteaux. Vous prenez le couteau, tout ce que vous avez à côté de vous, vous les tuez. Ou ce qu'on vient de voir aux États-Unis, parce que c'est la globalisation aujourd'hui. Ce n'est pas simplement le Mali, il faut le voir de façon globale. Donc à Nice, ce qui se passe, à Londres, ce qui se passe, à Marseille, à Paris, à Barcelone, et Las Vegas, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est la responsabilité sociale de la famille qui est en déperdiction totale. Et cela n'est pas valable dans le cas du Mali. Parce que le Mali avait ses valeurs sociétales Djouni-Maya, mais malheureusement, nous les avons perdues, surtout depuis l'ère mitterrandienne de la démocratie, qui date d'après 1991. Ceux qui sont venus au pouvoir ont beaucoup plus développé leur capacité de rétention illicite de la richesse et non pas plutôt d'aller vers une vision de prospérité partagée qui pourrait nous amener la stabilité, la paix et la sécurité, parce qu'un Mali d'aujourd'hui, avec 10 mines d'or industrielles et la 11e, 12e venant bientôt, Fadougou et Domba, il n'y a aucune raison que nous ne puissions pas être en sécurité économique, en sécurité alimentaire, parce qu'il y a 600 000 habitants aujourd'hui dans le nord-centre qui sont en insécurité alimentaire, disons. Bon, donc ce n'est pas normal, c'est parce que simplement nous avons un leadership politique qui refuse le développement et qui croit qu'ils n'ont plus d'utilité, n'est-ce pas, à avoir de la population dans la détresse plutôt que la population dans une certaine aisance. Et je crois que c'est dramatique. Et il faut que les conséquences d'un tel comportement soient tirées pour que nous puissions sortir de cette crise sociale globale et sécuritaire. D'accord. Bokoum, que pensez-vous de cette situation sécuritaire que vit le Mali? Non, je pense que comme le professeur vient de le dire tout à l'heure, nous sommes dans une situation d'insécurité mondiale et globalisée. Donc le cas spécifique du Mali, c'est vrai que nous avons beaucoup de difficultés à avoir une présence réelle sur le terrain, ce qui fait qu'aujourd'hui, cette forme d'attaque va aller au-delà du classique qui consiste aujourd'hui à aller à des formes de harcèlement, parce que vous allez constater avec moi qu'avec la présence massive et avec le G5 dans la zone de Séwaré, donc je pense qu'aujourd'hui, il y a une
forme de distillation. On essaie de créer la confusion et la psychose parce que militairement déjà, affronter cette force est difficile. Donc le fait déjà qu'il y a cette forme d'intégrisme, le système est rampant à l'intérieur vers le centre du Mali, ça fait qu'aujourd'hui les populations elles-mêmes, je trouve qu'elles sont acteurs de cette forme d'insécurité à laquelle nous sommes en train d'assister aujourd'hui, parce qu'ils sont complices. Ils ne nous aident pas beaucoup à détraquer les djihadistes ou le message qu'ils passent aujourd'hui à cause souvent de la non-présence même de l'État et du message fort, comme le professeur l'a dit tout de suite par rapport au déficit de la bonne gouvernance. Tous ces facteurs font qu'aujourd'hui, les populations, quelque part, passent que ce filon est peut-être porteur. Donc, du coup, je pense que volontairement ou involontairement, ces gens, ils sont acceptés dans les différentes communautés, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est difficile de les traquer, c'est difficile qu'ils soient visibles. Donc ça veut dire que vous êtes dans un véhicule, vous passez à un village, ils sont dans le village, tout le monde le sait, ils viennent, ils font une embuscade et après ils se dissimulent dans le même village et les gens ne parlent pas assez pour des raisons diverses. Je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment un problème crucial auquel les autorités doivent rapidement faire face. D'accord, M. Niang parle de la mauvaise gouvernance, M. Bokoum parle ici de la complicité de la population. Vous, quel est votre point de vue là-dessus? Je partage en partie tout ce qui vient d'être dit, qui me permet de rappeler que pour appréhender la situation, elle est très complexe parce que l'insécurité est rentrée depuis quelques mois dans une phase de métastase très complexe. Maintenant, comme je le disais, deux éléments sont importants à appréhender. La première chose, ces éléments au niveau des pistes de solutions qui s'offrent aujourd'hui ou qui sont en train d'être opérationnalisées. Le premier élément, c'est justement la réponse militaire. Tout à l'heure, beaucoup m'a parlé de la force conjointe du G5. Ce qui est ancestral de le dire que la réponse militaire, même si à court terme elle est inéluctable, n'est pas la solution proprement dite à ce problème. Les mots de gouvernance ont été rappelés. Il convient de se replacer dans le contexte de ce qui est à l'origine de cette insécurité. Et à l'origine, on trouvera au cœur les questions de gouvernance. Donc, il est important et impératif de s'attaquer à ces mots de gouvernance qui soutiennent toutes les formes de violence qui sont nées depuis des années. On a la question de l'extrémisme violent, on a des questions de clash intra- et intercommunautaire. En fait, on a beaucoup de manifestations de la violence aujourd'hui, mais qui reposent essentiellement sur les questions de gouvernance. Tant qu'on n'aura pas amélioré à court et à long terme ces questions, il sera difficile de lutter efficacement contre l'insécurité, notamment sur ces nouvelles formes aujourd'hui. Le deuxième élément qui rejoint le premier, c'est-à-dire la solution à court terme, on se rend compte que même la solution militaire aujourd'hui n'est pas tout à fait appropriée au type de menace. On avait longtemps décrit le fait que les forces armées, notamment toutes subsahariennes, y compris Mali, Côte d'Ivoire, Niger, ne sont pas formées pour faire face au type de menace qui sévit aujourd'hui dans le Sahel. On a parlé notamment de la question du désert, mais aujourd'hui, il y a la question également fluviale. Depuis quelques mois, on a attiré l'attention sur le fait que, si vous prenez par exemple Bamako, le long du fleuve de la Guinée, et quand on sait que ce pays est central dans l'axe des différents trafics, y compris les trafics d'armes, et que l'on voit que sur l'axe fluvial, il n'y a pas de dragage, il n'y a pas de brigade proprement dite pour faire face à ça, c'était inquiétant. Maintenant que l'on se rend compte que même la menace qui est souvent rattachée à l'extrémisme violent profite de ces axes fluviaux pour opérer, c'est inquiétant quand on sait que les forces de sécurité n'ont pas la capacité technique pour prendre en charge cette question fluviale. D'accord. Beaucoup aujourd'hui, M. Dakono vient de parler de type de menace. Est-ce qu'on sait à quel type de menace le Mali fait face? Non, mais on le sait de toutes les façons. Le terrorisme aujourd'hui, de façon mondiale, on sait que tu as deux niveaux. M. Dakono vient de le dire tout à l'heure. Tu as les djihadistes, tu as le banditisme. Donc, ces deux, on le sait. Maintenant, l'approche qu'il faut avoir en termes de réactivité, c'est que si le gouvernement s'implique dans l'application de l'accord de paix, ça permet déjà de stabiliser la première étape qui est de cantonner. Une fois que le cantonnement est là, donc on a là plus de visibilité par rapport au banditisme qui,
déjà existait, mais qui profitent aujourd'hui du fait que l'État est non seulement absent et il est dispersé sur le terrain. Donc aujourd'hui, il s'agit de reconcentrer un peu nos forces armées par rapport au centre, parce qu'il ne faut pas qu'on soit trop dispersé. Déjà, nous avons la possibilité que le G5 est à partir de Sévaré, et dans le nord, on a Barkhane et tous nos partenaires qui sont là. Mais j'ai l'impression que vers le sud, on oublie que le sud n'est pas à l'abri. On n'est pas du tout à l'abri. C'est vrai que le djihadisme et tout ça nous a fait porter notre attention vers le nord, mais au sud, on n'est pas non plus à l'abri. Justement, certains spécialistes pensent que les autorités ont oublié le centre et le sud en se focalisant au nord du pays. C'est ce qui a permis à beaucoup de djihadistes de s'installer dans le centre du pays. Non, je ne pense pas qu'on ait oublié. C'est juste que le problème, le Mali est quand même vaste. Ça fait à peu près 1 million et quelques. Nous avons du mal à couvrir toute l'étendue du territoire. Et déjà que nous avons suffisamment de problèmes au nord que nous n'avons pas pu contenir. Nous avons l'insécurité politique qui émane de 2012. Nous avons tellement de défis que, bon, on ne peut pas couvrir tout l'espace. Maintenant, si on stabilise là où c'est très grave, parce que le Mali était totalement menacé dans son existence, on est parvenu à stabiliser à ce niveau. Maintenant, il s'agit de réorienter les forces et d'avoir un ciblage adéquat par rapport à la forme d'insécurité aujourd'hui qui s'installe vers le sud. Notamment, il faut de l'équipement, il faut de la surveillance et il faut du renseignement. Et je pense que c'est surtout sur le renseignement qu'il faut beaucoup s'appuyer. Maintenant, pour avoir un bon service de renseignement qui serait bien adapté à notre système aujourd'hui, il faut quand même que la population soit bien éduquée dans ce sens. Qu'on dise comment il faut envoyer l'information, parce que personne n'est rassuré. Quand on donne l'information, on a peur des représailles. Et ensuite, donc, ça veut dire que l'État n'a pas bien réfléchi une stratégie dans laquelle le renseignement peut fonctionner correctement et une prise en charge sécuritaire du renseignement. Donc, tous ces mécanismes mis en place, et il faut mettre aussi en place l'aspect de la citoyenneté qui fait qu'aujourd'hui, est-ce que les gens comprennent même dans quelle direction l'État est en train de partir et quelle est la vision stratégique de l'État par rapport à toute cette question sécuritaire de gouvernement. Parce qu'il faut que les gens partagent la vision de l'État pour que les gens adhèrent. Et à partir de cet instant, je pense que si le mécanisme de renseignement est bien expliqué aux concitoyens, ça permet aux forces de sécurité d'avoir la bonne information et d'agir à temps. Sinon, comme M. Dakono l'a dit, ce n'est pas totalement militaire. Militairement, on ne peut pas. Aucun pays du monde aujourd'hui ne peut faire face à ces gens avec des capacités militaires. Donc, il faut développer une autre forme d'intelligence. Donc, nous, on a la chance qu'il y a une interpénétration communautaire qui est mise un peu en mal par rapport à tous nos petits problèmes fonciers et tout ce qui va avec. Mais il s'agit juste, comme Diogo Lemaya l'a dit, de redynamiser notre clivage social, de remettre les gens en une bonne communication, en une bonne intelligence pour que l'information puisse remonter en réalité. Parce qu'il y a une petite fissure, il faut recoller les morceaux pour que nos services soient plus efficaces. Professeur Niang, n'y a-t-il pas plus d'insécurité qu'avant la signature de l'accord pour la paix au Mali aujourd'hui? Oui, relativement oui. Mais peut-être que je vais rebondir d'abord sur la partie militaire. Allez-y. En réalité, nous sommes en face, au sens d'études stratégiques sur le contemporain. Nous introduisons plutôt le concept de système de défense stratégique des nations. Ça repose sur la défense civile, la défense économique et la défense militaire. La défense militaire est la moins importante aujourd'hui. Il ne faut pas une programmation militaire pour injecter trop d'argent dans la défense militaire, aussi longtemps que la défense civile, qui permet la stabilisation de la responsabilité sociale de la famille, qui permet aux communautés de localité de ne pas être passives devant des forces combattantes. Et l'accent doit être là-bas. Et puis maintenant, la défense économique, c'est vraiment la sécurité économique. Maintenant, la menace, le type de menace que vous avez posé aussi à beaucoup, là, nous avons défini au Centre sénégalais d'études stratégiques la menace 4S. Le premier S, c'est au niveau de la stabilité de la responsabilité sociale de la famille. Et il y a eu une dégradation totale dans cette responsabilité de la fonction sociale de la mère, qui était une mère éducatrice de valeurs sociétales suivant Diogo Lemaya, et qui était aussi une mère protectrice de la société,
par rapport à la déviation incrémentale avérée. Et puis maintenant, vous avez la stabilité des institutions. C'est ce qui s'est passé avec l'incidence du référendum. Il y a une attaque sérieuse sur la stabilité des institutions de la République du Mali. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle n'est plus respectée, l'Assemblée n'est pas respectée, la première institution aussi elle n'est pas respectée. Puis maintenant, vous avez les deux autres S qui sont liés à la sécurité économique. Aujourd'hui, vous avez de la croissance économique, mais au-delà de la croissance économique, vous avez une capacité de rétention de richesse tellement médiocre que vous créez de la richesse, mais la richesse est exportée, ou elle est retenue par des Maliens de façon illicite et réexportée aussi ailleurs. Et le dernier S, ça c'est au niveau de la sécurité du mouvement du capital d'investissement. La France, en venant ici en 2013, voulait prendre les régions sahariennes pour exploiter les ressources naturelles. Donc il fallait un mouvement du capital d'investissement, des industries, des gestionnaires, des ingénieurs. 45 ans de guerre contre les forces combattantes, il n'était pas possible à un ingénieur français, selon le ministère des Affaires étrangères, de se déplacer. Donc voilà les menaces redéfinies au-delà de ce qui est dans le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Et nous avons proposé au gouvernement de provoquer une réunion de la Conférence des Nations Unies pour revoir la Charte dans son chapitre 7 et dans son chapitre 9. Le chapitre 9, je ne vais pas aller dans le détail, on a défini la demande universelle. Voilà. Donc, vision. Oui, il faut un modèle de globalisation de co-entrepreneuriat aujourd'hui et une vision de prospérité partagée à un niveau qui amène la stabilité, la paix et la sécurité. Il faut une stratégie, c'est la stratégie de globalisation. Il faut définir des normes et des standards aujourd'hui pour ce co-entrepreneuriat. Il ne faut pas permettre les Chinois, par exemple, qui sont dans le fleuve aujourd'hui, en train de détruire le fleuve complètement, enlever tout l'or qu'il y a et personne ne sait la quantité d'or qu'ils enlèvent. D'accord, mais aujourd'hui, est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a plus d'insécurité qu'avant la signature de l'accord de paix? Oui, c'est tout à fait normal, ça progresse. Parce que, donc, quelle est l'utilité de l'accord pour la paix? L'accord, on l'a dit et on le répète, l'accord, la cause profonde n'a pas été adressée. Les relations sous-jacentes n'ont pas été adressées, parce que ce que vous devrez savoir, c'est que la France, les forces combattantes qui sont dans... ou les forces djihadistes, appelez-les comme vous voulez. C'est ma plateforme, vous voulez dire? Non, les autres qui ne sont pas connus. Hein? Ils sont connus des autres. Ils sont en Syrie. Ceux qui sont en Syrie, c'est leurs cousins qui sont au Mali ici. Et ils sont financés par qui? Par le Qatar, l'Arabie Saoudite, le Koweït, et sous le regard de qui? Sous le regard des États-Unis. C'est aussi simple que ça. Donc, nous sommes dans une guerre économique globale, mondiale. Et le Mali a failli être le théâtre d'une guerre mondiale entre l'Allemagne et la France pour les régions sahariennes. C'est Hollande qui a renoncé parce qu'il a perdu. Et Macron étant un peu plus intelligent, Macron se rapproche de l'Allemagne, mais l'insécurité va continuer aussi longtemps que ce qu'ils ont demandé dans les résolutions des Nations Unies au Mali, 2100, 2013, 22, 27, 2015, et récemment encore la 2374 du 5 septembre, le régime des sanctions. Ils ont demandé que le Mali doit être un État prééminent avec la responsabilité de l'initiative. Mais l'initiative de quoi? L'initiative d'une vision de prospérité partagée qui permet aux Allemands, aussi bien qu'aux Français et les Africains, d'avoir les ressources économiques des régions sahariennes. Or, malheureusement, le Mali manque de centre d'études stratégiques et il n'a pas de respect pour ceux qui ne sont pas de leur parti politique et qui ont des idées. Alors, d'accord, c'est ces pays développés qui financent, selon M. Niang, le terrorisme au Mali. Est-ce que le Mali peut faire face à cette situation? Ça, c'est une grande question. Je pense qu'il y a deux éléments que vous avez mis dans la question. La première, je ne suis pas sûr d'avoir toutes les informations afin de m'y avancer. Et la deuxième, ça serait l'idéal que je vous donne tout de suite la solution miracle qui permettrait au Mali de faire face à l'insécurité, sinon de prendre en charge sa sécurité. Mais je voudrais quand même revenir sur un point. Vous demandez tout à l'heure si vous affirmez on a l'impression qu'il y a plus d'insécurité aujourd'hui qu'avant la signature de l'accord. Replacer ça dans son contexte et rappeler 2-3 éléments. Le premier, c'est que à la signature de l'accord, c'est que le gouvernement malien lui-même avait d'importantes réserves. La dernière mouture de l'accord qui avait été envoyée, le gouvernement a envoyé des réserves. 12 pages. Et voilà, 12 pages de réserves qui
dit comme quoi le gouvernement dit bon, c'est comme si le gouvernement dit vous nous forcez à aller vers un accord malgré ça. Pour la stabilité et parce que vous êtes tous mobilisés, on va le signer. C'est l'impression que l'envoi de cette réserve donne. Les groupes armés eux-mêmes ont signé à 2 temps. Donc en fait l'accord c'est comme si un moment tout le monde était fatigué, on a dit bon il faut y aller, on va chercher les autres solutions dans la mise en œuvre. Ça c'est le premier élément. Le deuxième c'est que la plupart des acteurs d'insécurité aujourd'hui sont hors de l'accord. Le premier, c'est qu'il y a un phénomène sur lequel on a essayé d'attirer l'attention depuis un certain moment, c'est que l'accord pour la paix et la réconciliation ne prend pas en compte la criminalité organisée et notamment son impact sur le processus de paix. Et il y a une connexion évidente entre cette criminalité organisée et certains parties signataires de l'accord. Et il est important d'appréhender cette connexion, de comprendre l'impact de cette criminalité sur le processus de paix afin d'apporter des solutions. Mais tant qu'on continue à l'ignorer, c'est que c'est des acteurs qui vont saboter le processus de paix parce qu'ils ne profitent pas du tout. Et le dernier élément, ça a été rappelé par les débats autour de la révision constitutionnelle, mais bien avant, lors de la mise en place des autorités intérimaires, il y a eu des incidents, on déplore même des morts. Et au cours d'une adresse à la nation, le président de la République lui-même est revenu pour dire que les incidents de Gao qui sont regrettables, et rappelle qu'il y a certains aspects féconds de l'accord qui sont méconnus des populations maliennes. Et avec la révision constitutionnelle, malgré que le gouvernement et le président lui-même aient insisté sur le fait que c'est une exigence de l'accord, le projet n'a pas eu une adhésion populaire. Donc dans une large mesure, on comprend que l'accord lui-même, si au moment de sa signature, il n'y a pas eu de concertation ouverte, c'est-à-dire il n'y a pas eu de marche de contre, c'est que l'accord n'est pas en fait accepté par tous les Maliens et il n'y a pas une adhésion populaire. Et sans adhésion populaire, puisque les solutions qu'elle contient sont des solutions très souvent populaires et qui ne concernent pas seulement le Nord, donc sans cette adhésion populaire, il est difficile qu'on puisse sentir les effets positifs de l'accord. Et il y a la plateforme anti-Habana qui demande une relecture de cet accord et également le secrétaire général de l'ONU qui dénonce l'absence de progrès politique au Mali pour appliquer cet accord pour la paix. Je pense que dans une lecture croisée du rapport du secrétaire général, c'est qu'il y a à ce niveau, il y a 2 choses. La première, c'est qu'il est nuancé dans le terme d'avancée politique. C'est que, par exemple, à son sens, la conférence d'entente nationale est une avancée politique, quoique, pour lui, les conclusions devraient être suivies de réformes qui n'ont pas été faites. Donc, même s'il y a des avancées au plan politique, elles ne sont pas allées au bout. Et ensuite, il fait le rapport entre les avancées politiques et le contexte sécuritaire. C'est-à-dire que, selon lui, il déplore le fait que même s'il y a eu des avancées politiques, elles ne sont pas traduites sur le terrain en matière sécuritaire. Donc voilà un peu par rapport au rapport du secrétaire général qui est une réalité. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que le contexte sécuritaire n'est plus le même qu'il était au moment de la signature de l'accord. Nous avons l'émergence des acteurs, nous avons la reconfiguration des groupes politiques et il y a 2 éléments importants rappelés par le secrétaire général. Le premier, c'est que on a des reconfigurations au sein des partis signataires, des reconfigurations qui se font sous base de rivalité interne et de conflits entre ces groupes. Et le deuxième aspect qu'il a également rappelé, c'est qu'il n'y a pas eu d'avancée dans la réforme du secteur de sécurité, ce qui devrait être fait parallèlement et y compris dans l'accord et qui devrait soutenir justement les avancées politiques. Donc sans ces 2 éléments, dans la réforme du secteur de la sécurité, le secrétaire général y met même le processus de désarmement, le processus de DDR. Donc c'est que depuis la mise en place de la commission chargée de la réforme du secteur de la sécurité est antérieure à l'accord. Mais depuis là, il n'y a pas eu d'avancée, on ne sait pas où on va. Donc en fait, il y a ces éléments-là qui ont été rappelés par le secrétaire général et qui est important à comprendre également pour appréhender la situation. D'accord, le contexte a changé. Est-ce que cela veut dire qu'on doit revenir sur l'accord pour la paix? Non, je ne pense pas du tout qu'on faille revenir sur l'accord. Vous savez, les textes restent les textes. Mais il faut juste parce que les textes nous ont donné une ouverture, ça nous a permis d'éviter le chaos. Et ça nous a permis quelque part de nous remettre ensemble et de discuter. Maintenant, tous les réaménagements qu'il peut avoir à l'intérieur, parce qu'il y a certains axes essentiels qui sont édictés dans l'accord, mais on nous donne encore la possibilité de remodeler plein d'éléments à travers les lois. Donc c'est pourquoi la réforme institutionnelle
elle est nécessaire. Maintenant, quand M. Dakono dit qu'il faut que les gens soient unanimes, je pense que c'est un peu compliqué dans le contexte, comment notre démocratie a évolué, ça va être très compliqué que les gens soient unanimes sur quelque chose qui est réellement national. Parce qu'en réalité, toute la classe politique, dans sa majorité, ils n'ont pas de vision stratégique. Il n'y a rien. Il n'y a pas de programme? Le programme, ça n'a rien à voir avec une vision stratégique. Vous savez, les chercheurs doivent être respectés dans ce pays. Je vous dis, quand on est un politique, il faut qu'on s'appuie sur les intellectuels pour réaliser un programme politique. Donc il y a des techniciens, par exemple, en économie, en sécurité, et tout ce qui va avec. Donc il y a des écoles. Moi, aujourd'hui, quand je suis d'un parti politique, je dis que je suis à l'école du professeur parce que sa théorie économique, elle est comme ça. Donc, je suis adepte de cette théorie. Donc, je pense que l'économie du Mali, je vais la tirer vers le haut à partir de la théorie du professeur. L'autre me dira autre chose. Mais nous n'avons pas les clés pour aller à ce genre d'exercice. Donc, du coup, c'est un vide total. Il faut donc qu'on se retrouve et qu'on se dise qu'est-ce qu'on va projeter pour le Mali sur 5 ans, 10 ans, 15 ans et 20 ans. Il faut qu'on développe une stratégie de vision réelle. Comme Diogo Maya l'a dit, par exemple, par rapport à nos mines, il faut qu'on ait une vision globale. Donc, une fois qu'on s'inscrit dans cette dynamique, et toute la gestation y est possible. Mais tant que nous n'avons pas de vision globale, cela s'avère être très difficile. Donc, aujourd'hui, vous allez mettre la population à se mettre d'accord sur quoi ? Vous avez les intellectuels déjà qui ne parviennent pas à se mettre d'accord. Vous allez demander à la majorité de la population de cogiter sur quelque chose à laquelle ils ne comprennent absolument rien. Tu veux aller à l'exercice de la communication, tu vas prendre combien de temps pour expliquer et faire comprendre à nos braves populations les véritables enjeux? C'est une perte de temps énorme. Donc il s'agit pour les intellectuels de s'asseoir et de sortir des choses viables sur lesquelles on peut se mettre d'accord sur le minimum. Donc c'est l'élite qui pose en réalité aujourd'hui problème. Ce n'est pas la population. Donc cette adhésion globale, quand on est dans un système démocratique, on ne peut pas demander aux gens encore d'aller... Parce que déjà au début, vous accusiez ici tout de suite la population de ne pas collaborer. Non, il ne s'agit pas de la population. Non, je veux dire juste que même par rapport au refus de la Constitution, déjà, elle a été votée à l'Assemblée nationale. C'est une loi. Donc une fois que cette loi est acceptée, pour ces mêmes élus, la contestation est impossible. Parce que ça s'impose à nous comme étant une loi. Mais quand on se met à dire que c'est que tous nos députés ont voté, donc ça veut dire que le principe même de la représentation, nous la remettons en cause. Est-ce que ça veut dire que nous ne comprenons pas les fondements de notre démocratie ou les fondements du Parlement mais on est dans quel système? Qu'est-ce que nous voulons en réalité? Donc depuis là, vous savez qu'il y a un décalage énorme entre le fait de dire que nous ne partons pas à la Constitution et l'aspect légaliste de la chose. Donc quand vous allez expliquer une Constitution à des gens qui ne sont pas là dans l'esprit de la gouvernance, parce qu'il fallait poser le problème sur 2 axes. L'aspect de ceux qui sont intéressés par le pouvoir et l'aspect du Malien et du Mali. Donc le débat, il est d'abord constitutionnel parce qu'on débat de la quintessence même de cette loi et ensuite le positionnement politique. D'accord. On a embarqué les gens sur un positionnement politique qui a fait qu'on a carrément perdu l'essence. Que pensez-vous du rapport du secrétaire général? Je voulais apporter un élément de précision avant que le professeur... En fait, par rapport à l'unanimité, en fait, je n'ai pas dit qu'il faut que les gens soient unanimes. J'ai dit qu'il faut une appropriation nationale, il faut une adhésion populaire à l'accord, ce qui manque. Et ça implique la nécessité en fait d'avoir une phase pédagogique d'explication de cet accord-là. Et non que, je sais que l'unanimité, c'est pas le Mali seulement, c'est difficile à trouver. Voilà. Allez-y, Niang. Oui, non, je pense que mon voisin a parlé de l'essentiel. Il a laissé seulement une partie, c'est l'agitation politique autour de la révolution constitutionnelle. Que le secrétaire général pense que ça, c'est un recul sérieux. Et je pense que tout ce que beaucoup vient de dire, ça va dans ça. C'est-à-dire que ce n'est pas possible que quand vous avez voté quelque chose à l'Assemblée nationale et que vous sortez maintenant pour être activiste sur le terrain, ça ne marche pas. Il y a une question de déontologie, il y a une question de respectabilité de sa personne, mais vis-à-vis aussi de ceux qui vous ont mis là-bas. Est-ce qu'il y a certains qui ont voté pour le projet de révision constitutionnelle qui sont sortis pour dénoncer ça? Ils ont été... Moi, j'ai débattu avec beaucoup de députés. J'ai débattu au moins une dizaine de fois dans les différentes radios et tout. Mais en réalité, ils ont souscrit à tout le processus, y compris
prendre des per diem pour aller à une retraite. Tu ne vas pas à une retraite pour quelque chose, et puis tu ne fais pas de propositions. Et on a pris 90% ou 70% de tes propositions qu'on a inclus dans une révision, mais on va au vote. Vous êtes battus. Si vous êtes battu, c'est la démocratie. Absolument. Donc vous avez fait partie du processus. Vous aurez dû vous exclure du processus. Mais après, vous ne revenez pas pour remettre en cause un processus dans lequel vous avez joué un rôle très important. Mais on peut passer, dessus. Je crois que c'est ce que beaucoup voulaient dire. Et c'est ce qui est le plus important. On n'était pas là pour dire non à la Constitution, on était là pour dire non à Ibrahim Boubacar Keïta, parce que ce qu'on aurait dû dire, c'était de dire, est-ce que la libre administration des collectivités territoriales pour la gestion propre des ressources, des affaires, l'organisation de la production, selon l'article 6, chapitre 3 de l'accord, qui dit qu'il y aura un président élu au suffrage universel direct, qui sera en même temps chef de l'exécutif et chef de l'administration. C'est ce qui se passe maintenant en Catalogne. Ils ont ce pouvoir-là. Monsieur Niang, la mise en œuvre de l'accord ne peut-elle pas se faire sans cette révision constitutionnelle? Ah non, c'est-à-dire que le problème c'est quoi? C'est que toutes les lois ont été prises. Toutes les lois ont été prises par rapport à l'accord. N'est-ce pas? Maintenant, il y a une dichotomie entre la mère de la loi, qui est la Constitution, et la loi. C'est-à-dire que depuis le 16 octobre déjà, quand on a adopté les décrets sur les autorités pendant la période intérimaire, puis après maintenant le 10 juillet, on a adopté la loi sur même le gouverneur, on a défini le rôle du gouverneur comme a posteriori et non plus a priori. Bon, tout ça, c'est de l'accord. Maintenant, quand tu as tout ça de l'accord et que tu ne révises pas la Constitution, tu es en porte-à-faux. D'accord. Donc c'est le Mali, de mathématicien. Le contexte est difficile. Monsieur Niang, également, on a besoin de matériel. Est-ce que récemment, les hélicoptères qui ont été obtenus par le Mali cette semaine vont changer quelque chose? C'est qu'on vient de dire tout de suite là. On a dit que la défense militaire, tout court, est une erreur. Et ça, je l'ai dit au Pentagone, à des généraux colonels venant du Portugal, de la France, mais aussi des États-Unis. On était là pour donner le séminaire de 2011, où il y avait une générale Kani Koulibaly qui était là, moi je devais leur donner des cours sur l'économie de la défense. On les a dit que la défense militaire, tu peux avoir toutes sortes de choses, ça ne marche pas si la défense civile ne marche pas, si la défense économique ne marche pas. C'est clair. C'est sur 3 pieds. Donc les avions là, vous allez voir, ils vont tomber bientôt en panne. Tomber en panne parce qu'ils ne seront pas utilisés selon vous. Ils seront surutilisés. Ils seront surutilisés. C'est-à-dire aujourd'hui, le G5, groupe G5 Sahel, opération Barkhane, mission MINUSMA, ça ne marche pas. Il faut aujourd'hui une co-entreprise sécuritaire et militaire de l'Afrique, n'est-ce pas, où on lie les ressources économiques, c'est-à-dire les ressources naturelles à la richesse, n'est-ce pas, mais aux ressources sécuritaires. Donc nous disons que si on installait à Tessalit aujourd'hui une co-entreprise sécuritaire et militaire de l'Afrique, avec une branche à Djamena et puis à Djibouti, et que nous disons aux autres, vous contribuez aux autres nations du monde, vous contribuez pour 100%, mais vous avez une capacité de rétention de richesse de 40%, et nous contribuons pour 40%, mais nous avons une capacité de rétention de richesse de 60% dans les multinationales que nous allons créer ensemble. Le problème va être résolu de facto. Mais tu ne peux pas avoir le groupe de G5 Sahel pour se tuer, pour permettre à des ingénieurs français d'avoir de la liberté pour venir exploiter notre uranium. Et sans nous encore. D'accord, partagez-vous l'avis du professeur Niang? Sans compensation financière de la communauté de localité, sans compensation financière de la collectivité territoriale, sans compensation financière adéquate de la nation. D'accord. Est-ce que vous partagez l'avis du professeur Niang? Je crois que Diallo a cette capacité à susciter le débat et à mettre les opinions côte à côte. Je crois que je vais suivre une autre logique. D'accord. Il a évoqué la question du G5. Vous avez la question, c'était d'abord sur les équipements acquis par le gouvernement malien. Il y a 2 choses, sinon 3 éléments. Les solutions à court terme, les solutions à moyen terme et les solutions à long terme. Sinon, si vous voulez, on peut aller sur les solutions à court terme et les solutions à moyen et long terme. Sur les solutions à court terme, c'est vrai qu'aujourd'hui, il est important parce que
on a l'impression que l'armement, les équipements qui viennent d'être, dont on a vu, dont tout le Mali a vu les images, participent plutôt à une réponse à la conscience collective malienne. C'est-à-dire, longtemps, c'est la question de l'équipement qui a été brandie pour expliquer les dysfonctionnements au sein des services de sécurité et de défense. Donc voilà les équipements qui commencent à venir. C'est une réponse en fait à la conscience collective malienne, mais également plus précisément à certains éléments des services de sécurité pour dire, bon voilà, on est en train de vous mettre dans les moyens. Il y a déjà, en termes de traitement, il y a l'amélioration des différents traitements. On est en train d'essayer à écouter le porte-parole de l'état-major des forces armées. Ils sont en train de prendre des mesures pour améliorer la gouvernance dans la gestion des ressources destinées aux hommes sur les théâtres. Donc en fait, il y a des mesures qui s'adressent plutôt à la conscience collective, mais également aux forces de sécurité. Comme on l'a indiqué, il s'agit du réarmement moral et matériel. Donc ça participe. Niang a parlé de surutilisation, mais est-ce que utiliser ce n'est pas mauvais, je pense, mais est-ce qu'il y aura des résultats? Je pense que, je ne sais pas comment on pourrait traduire l'expression en bambara qui dit sauf les keneflés. Je pense qu'on est dans ce type de situation. Mais au-delà de ça, par rapport à l'usure, ce n'est pas seulement lié à l'utilisation, il y a également le contexte climatique. Il y a quelques mois, on a pris des hélicoptères des Pays-Bas qui n'auraient pas survécu au climat au nord. Donc il y a toutes ces conditions qui font qu'on peut avoir des doutes sur l'efficacité de ces équipements sur le long terme. Mais comme on l'a dit, on peut s'attendre à des résultats. Si le problème dans la conscience au sein des services de sécurité, c'était de l'équipement, il commence à avoir de l'équipement. Donc normalement, des résultats peuvent suivre. Mais il est important, avant de passer la parole à Bokoum, je sens qu'il veut rebondir sur quelque chose, il est important de rappeler quand même que en matière de sécurité, les succès sont très peu perceptibles. Ce qu'on voit, c'est surtout les cas où les services de sécurité n'ont pas réussi à faire face. Il est important de le rappeler. Chaque fois, on a l'habitude de le dire que quand il y a un attentat est déjoué, peu de gens le savent. Mais quand un attentat est perpétré, là, toute la communauté est au courant. D'accord. Je vais préciser une seconde seulement. Les autres sont à moto. Vous allez être à avion maintenant. Vos soldats ont des chaussettes de 30 000 francs CFA. Et ils sont à pieds nus. Attention, c'est une guerre asymétrique. C'est ce que je veux dire simplement. Pour trouver vous allez tellement courir. Et comme il a dit, peut-être que les avions russes sont plus robustes que les avions français pour notre climat. Mais même malgré tout ça, avec la distance qu'il y a, et les soldats qui ne sont pas habitués, il faut les rôder encore, à moins qu'on amène des mercenaires. Mais ça va être difficile. C'est tout ce que je voulais dire. Les autres sont à moto. Au niveau des médias également, il y a des questions qui se sont posées. Il y a beaucoup de personnes qui se sont dit que tous les médias étaient invités par rapport à la réception de ces équipements. Mais à la dernière minute, on a appelé certains, surtout la presse privée, pour leur dire que la cérémonie a été reportée. Et finalement, on voit que c'est l'ORTM seulement qui a couvert cela. Est-ce que ça veut dire qu'il y avait des choses à cacher? Bon, je ne pense pas. De toutes les façons, les affaires militaires, on ne dira jamais tout. Ça, c'est dans tous les pays du monde. Donc, je ne sais pas pourquoi le protocole s'est comporté de cette façon. Je pense que ce n'est pas normal que certains médias soient invités et d'autres non. Mais quand même, il faut aussi qu'on fasse la part des choses en temps de guerre entre les médias d'État et les médias privés. Même, je me rappelle bien, à la guerre d'Irak, mais aucun média n'était, au moment où on attaquait l'Irak et qu'on tuait Saddam Hussein. Seul CNN était encadré, je pense à l'époque, et Fox News, qui était encadré par l'État. Et les images qu'on diffusait, c'était les images que le Pentagone demandait de diffuser, pour les raisons qui leur sont propres. Donc, je ne rentre pas dans cet aspect des choses. Je dis il doit avoir des raisons évidentes, parce qu'il faut reconnaître aussi que 80% au-dessus de notre presse privée n'est pas souvent à la hauteur de l'information. Plutôt, on peut les reprocher. Vous avez donné deux hypothèses, ce n'est pas normal, et également... Oui, mais de toutes les façons, il n'y a pas d'absolu. Ce que je voudrais juste dire par rapport aux équipements, moi je suis d'accord que les équipements ont un effet, comme M. Dakono l'a dit, un réarmement moral. Maintenant, il faut bien que sur le terrain, qu'on essaie d'utiliser le matériel de façon très intelligente. Maintenant, ça c'est le court terme.
Maintenant, le long terme, ça va rejoindre un peu à aller à la réforme constitutionnelle qui va constituer à nous amener à la gestion des ressources de façon optimum, c'est-à-dire les collectivités territoriales. Parce qu'il faut qu'on aille à cette décentralisation poussée, à cette vraie démocratisation de notre État pour qu'on puisse juguler tous les aspects sécuritaires. Ça veut dire que militairement, même si on a toute l'armada, ce qui est sûr, c'est difficile. C'est vrai, les poches où il y aura des armes cachées, on va les détruire, mais la bombe humaine, ce n'est pas avec des avions qu'on va les traquer. Non, c'est localement. Maintenant, pour qu'il soit dénoncé et qu'il ne soit pas complice directement du local, il faut que le local il soit en sécurité économique. Donc, il faut qu'on ait un tissu économique bien soudé, une éducation citoyenne bien élaborée pour que les citoyens disent non, je ne suis pas d'accord pour vendre mon pays à un djihadiste, quand je ne suis pas d'accord pour collaborer avec telle ou telle chose. Si c'est de l'argent qu'on me propose, l'État fait suffisamment bien pour moi, donc je n'ai aucune raison d'aller à cet exercice. Donc, pour moi, la décentralisation aujourd'hui, avec tous les textes qui ont été déjà votés, je vous dis, depuis Ousmane Sy, je me rappelle à l'époque, quand il était au ministère de l'administration territoriale, il y a tellement de textes qui ont été déjà votés dans le contexte de la décentralisation est très avancé, et peu de Maliens le savent. Beaucoup de cadres dénoncent l'accord, dénoncent le contenu de cette nouvelle réforme, alors que les textes étaient déjà là en amont et on ne le parle pas assez. Et ce n'est pas Ibrahim qui l'a fait, c'est depuis l'ADEMA et puis tous ceux qui ont suivi. Donc, il faut qu'on arrête et qu'on s'asseye, qu'on se parle franchement. Le pays là a besoin qu'on se parle la vérité et qu'on arrête ce clivage politicien et qu'on se dise bon, dans quelle direction on va et qu'est-ce qui est bon pour le Mali. D'accord. Il nous reste 4 minutes, 1 minute pour chaque invité pour clore. Aujourd'hui, professeur Niang, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'un processus de paix sans programme peut aboutir à une paix et une réconciliation définitive au Mali? Non, en réalité, il nous faut un plan de défense stratégique de la nation qui est prévu à l'article 20 de cette loi, la loi portant Organisation générale de la défense nationale, qui est du 23 novembre 2004. Si on l'appliquait, pas au détriment de la programmation militaire, mais en tout cas pas la programmation militaire au détriment du plan, mais en complémentaire, comme le dit, aujourd'hui, tu trouveras la solution au risque de menace d'attaque. Et en même temps aussi, tu trouves la solution à la demande universelle des citoyens. Comme il dit, nous avons suffisamment de ressources économiques, suffisamment de capacités de richesse existantes, mais la question c'est de savoir comment nous allons prendre la centralité de la décision. Par exemple, je vais vous dire, l'or vient avec autant de métaux qui ont plus de valeur que même l'or. Mais malheureusement, on n'est pas au courant. Et l'or même qui sort, personne ne sait la quantité produite. Donc, il y a vraiment très peu à faire. Mais c'est au niveau du leadership politique. Le leadership politique est devenu un danger. La démocratie, à l'ère Mitterrand, a été source de chaos pour le Mali. Il nous faut aller vers une nouvelle ère d'espoir démocratique et qui repose essentiellement sur la déconcentration, la décentralisation. Et nous sommes en train d'expérimenter un chef de village maintenant qui va assumer sa responsabilité de recevoir, oui ou non, un mouvement de globalisation entrepreneuriale dans sa localité pour exploiter l'or. Donc, si jamais nous arrivons à l'appliquer, le problème est résolu. Est-ce que certains pensent que c'est le départ des forces internationales, Barkhane, MINUSMA et autres, qui va résoudre la question? Partagez-vous cet avis? Non, je ne partage pas du tout cet avis. Il faut qu'on comprenne que le monde, il est global. Les Barkhanes, ils ne sont pas débarqués. Il y a des questions géopolitiques, il y a des intérêts économiques. On peut dénoncer tout ce que l'on veut. De toutes les façons, on ne peut pas évoluer en vase clos. Comme l'a dit le professeur, moi, je pense plutôt, au lieu de voir les autres en adversaires, il faut les voir en partenaires. Maintenant que nous ayons l'intelligence de négocier nos intérêts. Maintenant, tant que nous n'avons pas défini c'est quoi nos intérêts, parce que moi, mon problème, il est à ce niveau. Qu'entre nous, Maliens, même qu'on se dise, oui, mais si on doit négocier, par exemple, avec la France, pour qu'ils exploitent notre or, parce que nous sommes incapables de l'exploiter, qu'on soit franc et clair entre qu'on dise qu'on va à quelle hauteur et qu'est-ce qu'on fait. Permettre à Dakono d'avoir également 1 minute. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de déclarations par rapport à l'opération, à la force G5 Sahel? Certains spécialistes demandent qu'il y ait du concret.
Est-ce qu'on peut s'attendre à du concret? Je pense que le concret, c'est déjà le fait qu'il y ait le camp militaire à Sévaré. Le concret, c'est qu'il y ait des troupes. Le concret, c'est la volonté politique d'aller à ça. Mais il y a également des handicaps, il y a des obstacles, notamment la question de la Mauritanie, la gestion de la forêt de Ouagadougou, où les Mauritaniens ne sont pas d'accord avec le droit de poursuite, malgré qu'ils soient dans cette force conjointe. Donc, l'opérationnalisation des fuseaux, ça, c'est des obstacles qu'il va falloir contourner. Mais je voudrais que mon mot de la fin soit, comme on l'a dit au début, sur la question de la gouvernance. Et on a parlé tout à l'heure du fait que le matériel a été reçu devant des presses, devant une certaine presse, et que d'autres aient été exclus. Je pense que si nous voulons résoudre durablement les maux de gouvernance, il y a la transparence qui s'impose. Et qui dit transparence dit notamment l'ouverture d'informations aux médias, à toute personne, pour qu'il y ait l'accès à tous. Sinon, si on ferme l'information, d'autres vont le diffuser d'une façon erronée, et c'est ce que les gens vont prendre en compte. D'accord. Insécurité et processus de paix, c'était le thème du grand dialogue de ce soir. Nos invités, professeur Abdoulaye Niang, directeur du centre Séné, Baba Dakono, chercheur à l'ISS de Dakar, et Boubacar Bokoum, analyste. Débat réalisé par Fatmata Togola, mise en onde assurée par Nouhoum Djire, à la régie vidéo Peting Diara. Je suis Mohamedou Touré et à demain pour le prochain numéro. Merci. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.